Mais il n'y a que 2% de la population qui est au potentiel. Et les tests de QI ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence. Il ne s'agit pas de pousser un enfant, pas du tout. C'est pas ça qui va augmenter son haut potentiel. C'est vraiment important d'aller dans le sens de ce qui nous fait vibrer. Donc, j'ai parfois des patients qui me disent « Moi, je veux être normal ». Qu'est-ce que c'est être normal ? Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord apprendre à être soi ? Être sensible à la douleur d'autrui. Mais dans le cas de Steve Jobs... Non, lui, c'est pas un Asperger hypersensible, c'est plutôt un Asperger qui est du côté de la psychopathie. Un psy qui dit, voilà, vous êtes au potentiel sans faire les tests, c'est pas valable. Comment faire pour qu'on ne soit pas dépendant de ces réseaux, mais être maître de ces réseaux ? Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Mindset. Comme vous le savez, tous les mois, nous allons accueillir des personnalités qui vont nous parler de leur expertise, de leur parcours, de leurs réussites, mais également de leurs échecs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Charlotte Riedberger, spécialiste de la neurodiversité, qui inclut notamment le syndrome d'Asperger, le haut potentiel intellectuel, le TDAH, mais également plein d'autres troubles. Elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Charlotte, comment allez-vous ? Merci Alex de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité à la fois d'expliquer ce qu'est la neurodiversité, d'expliquer comment on peut atteindre à plus de créativité, plus de sérénité, plus de bien-être et comment devenir soi. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas Alors, je suis française, mais je suis venue en Belgique il y a 5 ans. Donc, je suis pratiquement belge, avec l'intention de devenir belge. Ok. Depuis que je suis petite, je suis fascinée par les gens, par la manière dont on perçoit chacun différemment la réalité. Et je me suis posé très tôt cette question de qu'est-ce qui fait qu'on perçoive cette réalité différemment. Donc, petite, en cachette, quand j'avais 9 ans, je regardais les émissions de Bruno Bettelheim sur l'autisme et je me disais, mais si j'étais à sa place, c'est pas comme ça que je ferais. J'ai demandé à ma mère de m'acheter des livres sur l'autisme, sur la psychanalyse. Elle ne comprenait pas du tout ma demande. Okay. Elle m'a acheté 2 livres qui étaient des récits de prise en charge de personnes autistes sévères, c'est-à-dire non-verbales. Ça m'a intéressée, mais j'ai trouvé que ça manquait, disons, d'investigation sur le plan à la fois théorique et clinique. Et j'ai pu poursuivre en fait mes réflexions à partir du moment où je suis arrivée en terminale et où en France on étudie la philosophie, mais aussi un petit peu la psychanalyse. Donc, à ce moment-là, j'ai découvert Freud. Et très vite, dans les années qui ont suivi, je me suis dit, c'est super intéressant, mais il y a des choses qui ne me paraissent pas cohérentes. Et donc, je me suis intéressée à des approches un peu plus cognitives, un peu plus scientifiques. Je me suis intéressée aussi à tous les courants de psychanalyse, puis à la psychologie développementale, la psychologie cognitive. Et quand j'ai fait ma thèse de doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, sous la direction de Heinz Wiesmann, en philosophie, j'ai eu l'ambition de, on va dire, réconcilier la psychanalyse avec les neurosciences, mais d'introduire dans ma réflexion aussi bien la physique contemporaine, c'est-à-dire la physique quantique, que les mathématiques, et ce qu'on connaissait des neurosciences à l'époque. Donc, en étudiant les résultats des neurosciences, j'ai essayé de modéliser un nouveau modèle de la conscience qui inclut toutes les disciplines que je viens de citer, de proposer également à partir de cela une nosographie développementale qui aujourd'hui n'est pas validée puisque c'est un modèle qualitatif, mais qui commence à être validé d'une certaine façon empiriquement, puisqu'à l'époque on pensait que, par exemple, une personne qui était TDAH ne pouvait pas être également autiste. Je vais un peu vous stopper. Il y a oui. Des termes que vous avez utilisés. J'ai lu votre livre, donc je suis un peu plus familier avec ces termes. Par exemple, quand vous dites les neurosciences, c'est quoi la définition des neurosciences ? Les neurosciences, pour être simple, c'est les sciences du cerveau, de l'étude du cerveau. Ce qui a rendu possible les neurosciences, c'est les progrès technologiques, et notamment l'imagerie cérébrale, qui permet de voir quelles sont les aires cérébrales qui sont activées en fonction des états de conscience, voire même des pensées des individus. Donc on peut étudier aussi bien ce qui se passe pendant qu'une personne rêve. Par exemple, les personnes qui ont des rêves lucides, elles sont capables de faire un signal à l'expérimentateur pour dire « voilà, là je suis en train de rêver ». Et là on va mesurer l'activité cérébrale. Donc, on peut placer des électrodes, on peut utiliser des IRM pour voir, en fait, où passe l'influx nerveux
puisqu'il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est la prolongation des nerfs, ou inversement, ce sont des cellules allongées, si vous voulez, qui sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des synapses. Les synapses, ça ressemble à des étoiles, ou des sortes de boutons, si vous voulez, qui se connectent à d'autres boutons synaptiques, donc à d'autres cellules nerveuses. C'est comme des filaments. Donc quand on observe le cerveau, on peut avoir même l'impression qu'on est dans le ciel, parce qu'il y a vraiment une analogie entre ce qui est visible dans le ciel, avec les étoiles, et les influx nerveux dans le cerveau. C'est comme un scintillement magnifique. Et donc, ça permet de voir quelles sont les zones qui sont activées, s'il y a des régions du cerveau qui sont plus connectées. Et ce qu'on va observer, c'est que, outre les comportements qui sont également observables donc dans la vie de tous les jours, les personnes qui ne sont pas dans la norme statistique du point de vue du développement de leur cerveau et de leur système nerveux sont dites neurodivergentes. Donc, la neurodiversité, en fait, c'est en quelque sorte la biodiversité neurocognitive de l'espèce humaine. C'est l'étude des variabilités. Donc c'est très vaste. On va avoir des personnes qui sont dites neurotypiques, c'est-à-dire dans la norme statistique du point de vue de leur développement neurocognitif, du point de vue du fonctionnement de leur cerveau et du système nerveux. Je précise parce que la cognition, c'est aussi la perception. C'est aussi comment nos sens perçoivent le monde et ce que ça va produire comme réaction. Donc les réactions, c'est aussi bien les émotions que le mouvement, que le comportement ou que le fait de ne pas bouger, d'être inhibé. Parmi les personnes qui ne sont pas dans la norme statistique du point de vue de leur fonctionnement neurocognitif et donc de la manière dont, de la structure, on va dire, de leur cerveau et de comment le cerveau s'est développé, à la fois in utero et par la suite, eh bien, on va inclure, donc, chez les personnes neurodivergentes, on va inclure le haut potentiel intellectuel, mais qui n'est pas un trouble, je précise, parce qu'il y a souvent une confusion. Donc, ce n'est pas du tout un trouble, le haut potentiel intellectuel, ça confère plutôt des aptitudes. On va inclure... Je vais un peu vous couper pour que les auditeurs puissent aussi suivre. Vous allez inclure le haut potentiel intellectuel, mais comment vous décelez le haut potentiel intellectuel? Alors, le haut potentiel intellectuel, comme je le précisais, ce n'est pas un trouble, ça va corriger éventuellement d'autres troubles. Ça peut être associé à des troubles. Ma formulation était mauvaise quand j'ai dit ça peut inclure d'autres troubles. Ce n'est pas un trouble haut potentiel. Donc, le haut potentiel intellectuel, c'est plus de connexion entre les deux lobes, c'est plus de neurones miroirs, c'est plus de connexion dans différentes régions du cerveau. Ça va permettre à la fois une pensée fulgurante, le fait d'arriver à des solutions de manière souvent intuitive, par flash. Ça va induire, puisqu'il y a plus de neurones miroirs, donc les neurones miroirs, c'est les neurones de l'empathie, en particulier, on va dire l'empathie cognitive, et ça va permettre de pouvoir anticiper les actions, de pouvoir imiter les actions, de pouvoir aussi se représenter les émotions, les pensées, les croyances d'autrui. Alors, il y a tout un ensemble de régions du cerveau qui sont impliquées dans les processus de reconnaissance des émotions et dans, on va dire, dans les réactions qui vont être associées aux émotions. C'est-à-dire qu'on peut être pris par les émotions comme on peut réussir à gérer ses émotions. Ça, j'y reviendrai peut-être par la suite, parce que c'est aussi important de distinguer l'empathie cognitive de l'empathie purement émotionnelle ou affective, de la contagion émotionnelle ou de l'empathie sensorielle. Donc, il y a matière à discuter. Les hauts potentiels, ce n'est pas forcément des personnes qui ont des difficultés de gestion de leurs émotions ou qui ont beaucoup plus de risques d'être anxieux ou dépressifs, même s'il y a plus d'empathie.
Parce que les hauts potentiels ont plus de capacité à s'adapter à l'environnement, à s'adapter aux situations difficiles, à penser de manière créative. Et bien souvent, ça s'est oublié. Donc on se dit, voilà, mon enfant, il a telle ou telle difficulté, c'est qu'il doit être haut potentiel. Mais il n'y a que 2% de la population qui est haut potentiel. Et comment on va le... Donc j'y viens. Ok, Parce désolé, que je vous ai emboîté le si pas. on n'est que sur la partie, on va dire, observation des comportements, on risque de se tromper. Même si, évidemment, un enfant qui a 2 ans pose des questions métaphysiques, a une mémoire gigantesque, s'exprime extrêmement bien et est déjà en train d'inventer des théories, il y a des chances qu'il soit au potentiel. On est d'accord. Mais pour le mesurer, on va avoir recours à des tests. Donc, ce sont des tests au départ qui ont été inventés en 1905 par Binet et Simon pour essayer d'évaluer l'aptitude des enfants à suivre en classe. Ce sont donc des tests qui mesurent plus les compétences langagières, le raisonnement logico-mathématique, la vitesse de traitement de l'information, la mémoire de travail. Dans la mémoire de travail, c'est par exemple pouvoir se souvenir de ce qui est dit pendant un cours, depuis le début du cours jusqu'à la fin du cours. Donc, réussir en fait à attraper des éléments de connaissance et les réutiliser dans un temps relativement court. C'est très utile en classe parce que si on a oublié ce que le prof a dit au début du cours, on n'est pas capable de suivre le cours jusqu'à la fin. Par ailleurs, on va mesurer aussi de manière partielle les compétences visio-spatiales. Donc, ces tests, au départ, ils étaient assez simples, ceux que Binet et Simon ont mis en place. Ils ont été développés ensuite par David Wechsler aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tests. Donc, pour les adultes, c'est la VICE. Pour les enfants, à partir de 8 ans, je crois, c'est la WISC. Avant, c'est une autre échelle. Mais ce sont des échelles qui ne mesurent que certaines formes d'intelligence. Donc, ces tests, aujourd'hui, les neuroscientifiques considèrent qu'ils ne sont pas forcément suffisants pour rendre compte de toutes les formes d'intelligence, comme je l'évoquais, et qu'on peut considérer que si à une des échelles de Wechsler, c'est-à-dire un des items qui est mesuré comme la compétence langagière, par exemple, si on a plus de 130 et que, par ailleurs, on fait montre de capacité d'adaptation à l'environnement. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un des critères fondamentaux d'une mémoire extrêmement grande, d'une très grande capacité de créativité. Ça veut dire innover, avoir une flexibilité mentale, avoir une fluidité de pensée, être vraiment original dans sa manière de penser. Et autre critère, la capacité d'investissement à long terme et de production. Donc, si on a tous ces critères, alors, même si on n'a pas eu plus de 130 aux autres items, on est probablement au potentiel intellectuel. Donc le test en lui-même n'est pas... Enfin, il est fiable. Il peut y avoir des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de ce test, mais via d'autres aptitudes, ils peuvent être considérés comme... Voilà, par exemple aux États-Unis, où le sport est très valorisé, si on a un individu qui est testé donc à la VICE, par exemple, en tant que jeune adulte, et qui peut-être a une compétence ou mathématique ou langagière qui est au-delà de 130, si il fait montre de ce que j'ai énoncé dans le secteur du sport, il sera quand même considéré comme au potentiel. Voilà. Donc en fait, c'est Howard Gardner et d'autres qui sont intéressés aux différentes formes d'intelligence. Ils ont parlé des intelligences multiples. Et les tests de QI ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence, puisqu'on ne va pas mesurer l'intelligence sportive, on ne va pas mesurer l'intelligence philosophique, même si pour être un bon philosophe, il faut avoir des bonnes compétences langagières et des bonnes compétences logico-mathématiques, parce que si on ne sait pas raisonner de manière logique, on ne sera pas un bon philosophe. Ça ne mesure pas non plus les compétences, on va dire, de compréhension de la nature, de l'environnement, des animaux. C'est aussi une forme d'intelligence. Ça ne mesure pas non plus les compétences artistiques.
hein. Par exemple, on peut avoir une personne qui est autiste non-verbal, qui va avoir de très mauvais scores, évidemment, au test de QI classique, mais qui peut avoir 180 au test du bonhomme, c'est-à-dire voilà, qui pourra exprimer une compétence extrême dans le domaine artistique. Si on pense par exemple à Stephen Wiltshire, dont je parle dans mon livre, qui est un autiste savant, donc c'est-à-dire que au départ il était non-verbal, et puis vers l'âge de 4 ans, on lui a donné un papier, un crayon, c'est les premiers mots qu'il a formulés, et là on a vu qu'il avait une compétence pour dessiner qui était prodigieuse. En fait, c'est quelqu'un qui a une mémoire eidetique, c'est-à-dire absolue. Il mémorise tout ce qu'il voit. Oui. Et son QI était évalué donc, au test de QI à 47. C'est très faible. Aujourd'hui, il est évalué à 82. Donc, on voit que même au cours de sa vie, son QI a pu évoluer. Pourquoi ? D'abord parce que ses parents ont eu l'intelligence de valoriser ses aptitudes, de l'encourager dans ses aptitudes, dans son don. Ensuite, parce que au contact des autres et en se sentant valorisé, en s'épanouissant dans son métier, mais aussi en étant un des défenseurs de la cause de l'autisme, en essayant d'expliquer ce que c'est et d'encourager les personnes autistes à aller du côté de leurs dons, eh bien, il a augmenté, on va dire, ses compétences, sa capacité à comprendre le monde et à interagir avec le monde. Je voulais revenir un peu sur le haut potentiel intellectuel, mais bon, plus du côté, vous avez parlé sportif. Je suis un ancien sportif, donc ça m'a particulièrement intéressé. Comment on mesure alors une personne, adulte ou enfant, qu'elle est HPI sportif? Comment ça se mesure? Vu que, comme vous avez dit, il y a différentes formes d'intelligence, mais au niveau sportif, comment on fait Alors, pour mesurer? il faut déjà quand même passer les tests de Wechsler. Okay. Donc, vous pourriez passer la Weiss et puis voir quelles sont vos performances aux différents items. S'il y a un des items où vous avez plus de 130 et que par ailleurs, vous démontrez par votre, on va dire, votre CV Oui. et votre fonctionnement au quotidien que vous avez beaucoup de créativité, que vous êtes capable de vous investir durablement, que ce que vous faites est original. Il y a des sportifs qui ont une technique originale. Oui, effectivement. Donc, qui sont créatifs dans leur manière d'appréhender le sport. On se dit même, ils ont du génie. Vous voyez, c'est quand on les regarde. Oui. Donc, c'est plus si vous avez la capacité de vous investir durablement et de vous adapter aussi à des situations qui sont imprévues, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça compte beaucoup, la capacité d'adaptation à l'imprévu, la capacité d'adaptation à son environnement, d'adaptation aussi aux autres, d'arriver à manager ses émotions, plus ou moins parce qu'il y a beaucoup de génies qui avaient quand même du mal. Effectivement, dans votre livre, j'ai vu beaucoup qui avaient du mal avec leurs émotions. On pense à Léonard de Vinci, par exemple. La frustration, ils avaient beaucoup de mal avec la frustration et pour beaucoup, ça les a amenés à leur mort parce qu'ils n'ont jamais su s'en remettre. Mais donc, pour les sportifs, c'est vraiment visuel parce que... C'est pas visuel, c'est comment les contemporains ou les personnes qui peuvent juger des compétences d'un sportif vont évaluer la performance. Et ce qu'on constate aussi comme engagement, et ça c'est relativement objectif, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sportif seulement le dimanche, même s'il est génial, bon, il ne s'investit pas forcément durablement, il ne va pas en faire quelque chose. C'est aussi ce qu'on donne au monde, en fait. Oui, c'est aussi ce qu'on... par exemple, un enfant qui... on va prendre l'exemple du basket, parce que je faisais du basket, qui va tout le temps vouloir jouer, tout le temps vouloir s'entraîner, s'améliorer. C'est déjà un critère qui peut définir, entre guillemets, son... Ça ne va pas être suffisant. Il faut ça, cet investissement, cette motivation, ce désir de s'améliorer, effectivement, le côté obsessionnel, perfectionniste, mais c'est aussi... l'originalité,
Oui. la créativité. La créativité dans ce qui voilà, ce c'est qu'il très fait. important. Ok. Ok. Non, mais c'est très intéressant. Et vous avez aussi dit que je me souviens plus du nom, mais que ses parents avaient eu la chance de l'accompagner et de pouvoir le pousser dans... L'intelligence. Oui, l'intelligence, L'intelligence, oui, pas la chance. L'intelligence de pouvoir le pousser dans, dans le domaine dans pas lequel le il était pousser. bon. En fait, je De suis, l'accompagner. voilà, je suis très Ok, attentive ouais. aux Au mots mot. parce que c'est mon métier. Mais c'est aussi, voilà. C'est important. Pour moi, c'est très important de choisir les bons mots parce que sinon, on peut donner à penser des choses qui seraient fausses. Il ne s'agit pas de pousser un enfant, pas du tout. C'est pas ça qui va augmenter De son l'accompagner. haut potentiel ou l'accompagner par rapport à une forme d'autisme ou de TDAH ou de neurodiversité. Non, il faut surtout pas le pousser. Il faut l'accompagner. Désolé, je veux l'aider. encore Oui. vous stopper, mais vous avez encore utilisé TDAH. Est-ce que vous pouvez donner la définition, comme ça nos auditeurs peuvent comprendre ce que ça veut dire? Bien sûr. Alors, le TDAH, c'est un acronyme qui signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité motrice. Il existe 3 formes de TDAH. Donc, une forme qui est impulsive, hyperactive. Donc, c'est le TDAH de type 1. Donc, on n'a que la partie hyperactive et impulsive qui est majeure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun trouble de l'attention, mais ils sont mineurs, donc on ne va pas les prendre tellement en compte. On va juste voir que ça va être un enfant au départ, puis un adulte. Il faut que les critères soient présents dans l'enfance, avant 12 ans. Donc, il faut qu'on observe avant 12 ans que l'enfant est touche à tout, qu'il a tendance à faire des bêtises parce qu'il est hyper curieux, qu'il ne tient pas en place, qu'il a tendance à imposer sa présence sans le faire exprès. C'est-à-dire, vous êtes en réunion avec des amis ou il y a une réunion de classe ou peu importe, l'enfant arrive et « Coucou, c'est moi !» Il ne se rend pas compte qu'il interrompt, que ce n'est pas une question de manque de politesse, hein, c'est qu'il est vraiment dans l'impulsivité. Son cerveau, donc ça c'est ce qu'on va voir aussi par rapport au TDAH de manière générale, ne sait pas filtrer aussi bien ce qui vient de l'intérieur, donc la dimension émotionnelle, la dimension j'ai envie de dire quelque chose ou de participer ou de recevoir de l'attention, comme ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est stimuli environnementaux. Donc ça peut être tout ce qui est perçu par les 5 sens, les bruits, les odeurs, la lumière, tout ce qui est de l'ordre du toucher, des textures, etc. Et puis, il va y avoir aussi une difficulté à filtrer l'information qui est véhiculée par les autres. C'est-à-dire, par exemple, on écoute une personne, enfin, on est censé, par exemple, écouter son parent, son professeur, mais c'est mal filtré. Donc, il n'y a qu'une partie de cette information qui va être entendue. Voilà. Donc, c'est soit trop, soit pas assez d'informations qui entrent. Et c'est parce que c'est le thalamus et un autre ensemble de régions du cerveau qui dysfonctionnent. Mais en particulier, donc, c'est le thalamus qui joue le rôle de filtre. Et après, il y a tout le système dopaminergique qui dysfonctionne aussi. Donc, ça va à la fois induire ces troubles, mais en même temps, ça confère plus de créativité. Et ça, c'est une règle générale. Les personnes neurodivergentes, on voit souvent que le côté difficulté, handicap, trouble, etc. En réalité, il y a aussi des aptitudes qui peuvent être même des aptitudes extrêmes. Et surtout, si on encourage l'enfant, puis l'adolescent, à aller dans le sens de ses dons. Et à l'âge adulte, c'est la même chose. C'est vraiment important d'aller dans le sens de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rend heureux, de ce qui est facile. Il ne faut pas souffrir pour vivre ça, on n'est pas obligé. Non. Et oui, donc vous l'avez encore reprécisé, l'accompagnement, parce que je me souviens dans votre livre, à un moment donné, on parle de
vous parlez de... attendez, je regarde dans mes fiches. John Van Neumann, qui à un moment donné, si je me souviens bien, la situation, c'est qu'il n'est pas accepté à l'école. Et sa maman, parce qu'il est un peu... On dit qu'il n'est pas assez prêt. Vous confondez avec Edison? Ah oui, non, c'est Edison. C'est Oui. Edison qui est pas... Oui, alors... Bon, Et sa maman a dans sa tête, mon enfant est un génie, elle a ce petit, Alors, truc dans la tête. En fait, effectivement, c'est une très belle histoire. Thomas Edison, quand il avait 8 ans, je crois, oui, c'est Edison. il rentre de l'école, donc l'école primaire, et il tend une lettre à sa maman. Il ne connaît pas le contenu de la lettre. Mais sa mère lit la lettre, et en même temps qu'elle lit, parce qu'elle est très émue, parce que la lettre dit « Veuillez instruire votre fils vous-même ». Oui, voilà, c'est ça. C'est un enfant qui est déficient mentalement. Et donc, quand elle lit ça, elle est choquée. Mais elle a l'intelligence émotionnelle de tout de suite se réadapter et de tout de suite corriger, en fait, l'information qu'elle vient de lire. Et elle dit à son fils votre fils est un génie. Notre école est trop petite pour lui. Veuillez l'instruire vous-même. Ah, donc en fait, elle a changé le contenu okay. de la lettre pour permettre à son enfant de ne pas être traumatisé par l'impact des mots du professeur. Et elle induit quelque chose qui est radicalement différent, comme vous le voyez, puisqu'au lieu d'être déficient, c'est un génie. Et petite pause, avant de continuer cet échange, si ce que tu écoutes te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Le Mindset Podcast sur YouTube, Spotify ou encore Apple Podcast. Sur cette chaîne, tu trouveras également d'autres discussions avec d'autres invités qui parlent de leur parcours, de leurs échecs, mais aussi de leurs réussites. Donc, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes du podcast Le Mindset, clique le bouton s'abonner. Allez, c'est parti, je te laisse avec la suite de l'épisode. Oui, c'est totalement différent. Mais... Et donc, dès cet âge-là, Thomas Edison va se construire lui-même. C'est-à-dire qu'il va lire toutes sortes de livres, y compris Shakespeare, les plus grands auteurs, l'histoire, l'encyclopédie universelle. Et il va aussi aller dans le sens de ses dons. C'est-à-dire, il est très bon en business. Donc petit, il vend des fruits, des légumes, et puis ensuite il vend des cigares, et puis il récolte cet argent, il va en faire quelque chose. Donc je ne sais plus quel âge il a, il doit avoir peut-être 11 ans ou 12 ans quand il arrive à créer un laboratoire dans un train. Il fait plein d'expériences. Bon, ça finit par exploser. Mais vous voyez, c'est un personnage qui est plein de ressources, qui invente à chaque fois des nouvelles techniques, à la fois pour gagner de l'argent, parce que bon, un de ses mottos, c'est une de ses devises, c'est ça sert à rien d'inventer quelque chose si ça n'est pas utile à l'humanité. Donc, il va toujours chercher à être efficace, à inventer des projets, des machines qui doivent être utiles. Mais bon, on apprend par essai-erreur, hein, donc voilà, il va parfois faire des erreurs, comme tout le monde, et il va en apprendre quelque chose. Il va en tirer quelque chose d'utile. Il a développé plus de 1000 brevets. C'est quand même considérable. C'est l'inventeur de la chaise électrique, par exemple. Donc, c'est pas son invention la plus célèbre, mais sinon, c'est aussi le gramophone, le cinémascope, la caméra, comment dire, enfin, tout ce qui... Oui, l'ampoule, évidemment, c'est la première invention. Bon, après, il a été quand même aidé par Tesla, aussi par les problèmes qu'il avait avec le courant alternatif. Et pour revenir sur ce côté accompagnement, est-ce que, vous n'avez pas une boule de cristal et moi non plus, mais est-ce que vous pensez que si à ce moment-là, elle avait lu le contenu de cette lettre, est-ce qu'il aurait pu atteindre son potentiel ou ça n'aurait pas été... On ne sait pas le dire, mais est-ce que... En tout cas, pour moi, et je pense pour tous les biographes d'Edison, c'est un moment clé. Et c'est aussi le reflet d'un positionnement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas devenue à ce moment-là une mère intelligente. Elle était déjà. Oui. Elle était déjà dans ce rapport à son fils, de vouloir le meilleur pour lui, de l'encourager et de comprendre
sa différence. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent ou qui véhiculent à leurs enfants qu'il faut être normal. Donc, j'ai parfois des patients qui me disent moi, je veux être normal. C'est quoi être normal? Qu'est-ce que c'est être normal? Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord apprendre à être soi? Et qui est soi? Qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Quelle est ma vocation, hein? Le soi de Carl Gustav Jung, c'est le moi profond, c'est le moi authentique. C'est en relation avec notre vocation, avec ce qui fait sens pour nous, et ce qui va nous épanouir, mais ce qui va aussi permettre d'avoir des relations avec autrui qui sont les plus fluides possibles, les meilleures, qui permettent un épanouissement réciproque. Okay. Mais parce que oui, je pense que c'est je ne veux pas dire un problème de société, mais je pense que dans la société, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur, pas un haut potentiel intellectuel, mais leur haut potentiel juste par du renfermement et des fois des phrases qui ont été dites des manières, des phrases ou des choses qu'on leur a dit de faire ou de se comporter, ou qu'on peut avoir des avis comme ça négatifs, ça peut ne pas permettre à l'enfant ou l'adulte de vraiment développer son potentiel. Et ma question était la suivante: est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de génies qui n'ont pas su vraiment éclore leur potentiel à cause de situations comme ça, où par exemple on leur a dit ben voilà, vous êtes pas assez intelligent, etc., pour faire quelque chose? Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs aspects. J'ai envie de répondre en plusieurs étapes. Oui, pas de souci, pas de souci. La première, c'est on constate quand on étudie l'histoire des génies que pratiquement tous ont perdu un parent assez tôt, qu'ils ont été au moins soutenus soit par un des parents, celui qui restait, soit par un oncle ou une tante. Donc, sans soutien, c'est très difficile. Ça fait partie des facteurs environnementaux qui sont nécessaires à l'éclosion du génie, en tout cas au fait de pouvoir aller dans le sens de ce qui est juste pour soi. Beaucoup ont eu à combattre soit un parent qui était opposé à ce qu'ils aillent dans le sens qui était juste pour eux, soit à combattre une maladie, des douleurs, des souffrances profondes, sans parler de la souffrance psychologique. Et ils ont tous réussi à aller au-delà de ces douleurs, de ces souffrances, parce qu'ils étaient déterminés à atteindre un but. C'est vraiment cette question de la passion, cette question de cet investissement quasi obsessionnel vers ce but. Donc certains étaient dans une certaine versatilité. Par exemple, Léonard de Vinci s'est intéressé à peu près tout. Et d'autres étaient beaucoup plus focalisés, comme Marie Curie, par exemple. Mais ils ont tous eu des difficultés profondes. Il ne faut pas croire que c'est une enfance dorée, que c'est une vie facile. C'est ce qui frappe quand on étudie les génies, c'est justement qu'ils arrivent, malgré toutes leurs difficultés physiques et psychologiques, à produire une œuvre qui va changer la face du monde. Ok. Oui, j'ai remarqué aussi ça dans le livre, que la plupart ont vraiment des difficultés déjà sociales, parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société normale, entre guillemets. Ça, j'ai un peu remarqué, mais aussi ils arrivent à surpasser leurs limites, mais aussi les difficultés. Et le côté aussi obsessionnel, ils sont très vraiment... ils basent toute leur vie, entre guillemets, sur leur travail et sur ce qu'ils veulent accomplir, quoi. Ils sont vraiment acharnés par rapport à ça. Ça, c'est aussi ce que j'ai remarqué dans le livre. Et quand j'ai lu votre livre, j'ai aussi entendu parler pour la première fois du syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous dites que Bill Gates, Steve Jobs
été aussi atteinte de de Alors, ce syndrome. atteint, Enfin, pas atteint, parce que je pense pas que ce n'est pas une maladie. c'est pas une maladie déjà, mais qui avait ce trait de caractère, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est un trait de caractère Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme le haut potentiel, c'est, on va dire, une architecture neuronale et un fonctionnement du système nerveux qui est différent. Donc, c'est des zones du cerveau qui vont être plus connectées, d'autres moins. Il va y avoir des déficits dans le fonctionnement de certains, entre guillemets, organes du cerveau, comme par exemple le thalamus. Il va y avoir une difficulté à filtrer l'information, à comprendre parfois, donc dans le cadre du spectre autistique, des difficultés à comprendre ce qui se passe au niveau des interactions sociales, mais plus ou moins, puisque c'est un spectre. Donc, on peut avoir des personnes qui ont une très bonne empathie cognitive, mais qui peuvent vivre une contagion émotionnelle, c'est-à-dire recevoir les émotions des autres sans forcément comprendre ce qui leur arrive et être comme contaminé par ces émotions. Donc, ça va induire une surcharge. De même que dans l'autisme, dont le syndrome d'Asperger fait partie, mais je vais expliquer aujourd'hui, on ne parle plus tellement du syndrome d'Asperger, même si moi j'ai gardé la dénomination parce que je la trouve utile. Donc, dans le spectre autistique, en fait, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir souvent, mais pas toujours, à la fois le côté obsessionnel, la poursuite d'un intérêt soit restreint, soit spécifique, soit une manière particulière de s'investir dans les centres d'intérêt. Il va y avoir une difficulté à comprendre, on va dire, toutes les subtilités des interactions sociales et parfois des difficultés à comprendre les intentions des autres ou à comprendre ce qui peut être implicite. Ça peut être dans un texte, mais ça peut être dans une situation sociale. Il va y avoir 10 fois plus de perception. Perception, ça veut dire que les stimuli vont entrer dans le système nerveux et être perçus, mais pas forcément compris par le cerveau. Et l'impact est 10 fois supérieur à un cerveau neurotypique. Ça veut dire qu'il faut ensuite pouvoir métaboliser ça. Donc, quand il y a un haut potentiel, ça va permettre plus facilement de métaboliser, puisque le haut potentiel permet que d'autres régions du cerveau soient aussi hyper connectées et ça permet de corriger en fait les difficultés. Quand il n'y a pas de haut potentiel, ça va induire des très grosses difficultés à gérer cet afflux d'informations. Et c'est pour ça que c'est souvent... souvent, des personnes me disent, voilà, moi, je suis hypersensible, j'ai fait les tests, le test d'Hélène Aron, je coche toutes les cases. Mais derrière cette hypersensibilité, on a souvent un syndrome d'Asperger, avec aussi des compétences émotionnelles, s'il y a... donc, c'est pour ça qu'on coche toutes les cases du test d'Hélène Aron, parce que le haut potentiel va conférer la capacité d'identifier les émotions d'autrui, d'essayer d'aider, d'être sensible à la douleur d'autrui. Je vous dis être sensible à la douleur d'autrui, mais dans le cas de Steve Jobs, vous Alors parlez lui, effectivement, lui, c'est pas un Asperger hypersensible, c'est plutôt un Asperger qui est du côté de la psychopathie. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt, on dirait peut-être, pervers narcissique, ou en tout cas, okay. Il a une forme de narcissisme qui est tellement forte qu'il est très individualiste, très autocentré, et il est très déterminé à atteindre ses buts, même si ça veut dire utiliser les inventions de Steve Wozniak, son ami, si ça veut dire maltraiter sa première épouse, ne pas s'occuper de sa fille, voire ne pas vouloir la reconnaître, et ne pas être un manager bienveillant envers ses employés. Donc c'est effectivement... On peut avoir des personnes autistes, il ne faut pas être dans l'hyper-idéalisation des autistes en disant voilà, tous les autistes sont des gens super gentils. Non, pas du tout. Ça peut coexister avec de la psychopathie. C'est pareil pour les différentes formes de névrose. Ça peut coexister avec de l'autisme. De même,
les psychoses. On peut très bien être autiste et schizophrène. On peut très bien être autiste et bipolaire. C'est ça qui est complexe. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Avant, on pensait en silo. On se disait, on est ou TDAH, ou Asperger, ou schizophrène, ou, je sais pas, comment dire, névrosé de tel ou tel type. Non, en fait, on peut être un peu de tout. On peut avoir différentes caractéristiques et c'est important de prendre tout ça en compte. Donc, il n'y a pas forcément de tests actuellement qui permettent de comprendre tout ça. C'est pour ça que j'ai cherché à le modéliser dans ma thèse en passant par ce que j'appelle les images du corps. Ok, c'est intéressant parce que oui, quand vous avez parlé d'empathie, ça m'a fait penser directement à Steve Jobs, mais vous avez bien expliqué que c'est comme on peut avoir différents traits de personnalité, nous-mêmes n'étant pas, enfin moi-même je ne suis pas au potentiel, mais j'ai différents traits de personnalité. Et dans ce cas-là aussi, il peut y avoir, je pense, comme vous venez de l'expliquer, différents. On n'est pas dans une seule case, entre guillemets. On n'est jamais dans une seule case. C'est toujours très, très complexe. De même, il n'y a pas une personne autiste qui va ressembler à une autre. On va avoir des caractéristiques qui peuvent être communes, mais on est essentiellement individuel, singulier. Oui, donc j'ai pas fini d'expliquer parce que. Oui, parce que je pose des questions entre. Donc le spectre autistique. Au départ, on connaissait essentiellement les autistes non-verbaux qui avaient évidemment des difficultés extrêmes, puisque c'est comme s'ils étaient bombardés par les informations du monde et vivaient le monde comme étant essentiellement douloureux. D'où les crises autistiques avec un enfant qui va crier, qui va courir, qui va s'enfuir, qui va peut-être se taper la tête contre le sol ou contre les murs. Et puis, par la suite, donc, on a découvert d'autres formes d'autisme, ce qu'on a appelé les autistes de haut niveau. Donc les autistes qui parlaient tardivement et qui avaient... C'est le seul moyen de déceler l'autisme? Non, ce n'est pas le seul moyen. Il y a des autres moyens. Plein d'autres aspects à prendre en compte. Mais un enfant qui ne parle pas à 5 ans, il y a de fortes chances qu'il soit autiste. Après, on va voir d'autres aspects. C'est-à-dire que en fait, l'autisme, ça va toucher différentes régions du cerveau. En particulier, comme je l'expliquais, il y a des régions qui sont plus ou moins connectées, des régions qui le sont moins. Et le cervelet, qui est à l'arrière, donc à la base de la nuque, c'est une région qui est à la fois impliquée dans la gestion des interactions sociales, mais aussi dans les mouvements. Et dans toutes les formes d'autisme, on voit qu'il va y avoir des troubles de la proprioception, c'est-à-dire une difficulté à décoder, puisque l'information ne vient pas suffisamment bien au cerveau, comment se mouvoir dans l'environnement. Donc il peut y avoir des maladresses, notamment dans le syndrome d'Asperger. C'est plus fort, par exemple, que dans l'autisme de haut niveau, enfin anciennement appelé autisme de haut niveau, puisque depuis 2013, on ne différencie plus le syndrome d'Asperger de l'autisme de haut niveau. Mais le syndrome d'Asperger, contrairement à l'autisme de haut niveau ou à l'autisme de bas niveau, c'est-à-dire l'autisme sévère, les enfants acquièrent le langage très tôt, parlent très tôt, en général très bien, même parfois avec un vocabulaire assez précieux, ou un vocabulaire surprenant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui utilise des mots du dictionnaire, des mots complexes, et puis qui peut-être se passionne par le langage du XVIe siècle. ou alors acquiert plein comment dire, qui a déjà naturellement des facilités avec les langues, mais qui acquiert plein de connaissances, donc il va introduire du latin ou du grec dans ce qu'il va dire. Après, on peut avoir une personne aussi qui va mélanger de l'argot, parce que ça lui paraît beaucoup plus efficace à ce moment-là, avec des mots scientifiques. Donc c'est assez amusant. Dans le syndrome d'Asperger, on va constater que c'est à partir de 6-8 ans que les difficultés avec les enfants du même âge deviennent visibles. Avant, on considère que c'est souvent un enfant
qui marche assez bien en classe, parce que dans le syndrome d'Asperger, le QI est moyen, donc environ à 100, puisque la moyenne est à 100, voire supérieur, voire très supérieur. Donc on peut avoir un haut potentiel à 130 ou un très haut potentiel à 145, voire bien au-delà. Donc j'ai des patients qui peuvent avoir 170 de QI, qui sont Asperger et haut potentiel. En revanche, ils peuvent avoir des difficultés dans les interactions sociales, des difficultés à comprendre les intentions des autres. Donc on va souvent appeler ça une naïveté sociale, une difficulté à se protéger. Par exemple, si on prend Tesla, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup avoir dans sa vie, parce qu'il avait envie d'agir pour l'humanité, d'apporter le meilleur à l'humanité, mais il n'a jamais su se protéger par rapport à ses brevets, par rapport à ses inventions. Il est mort dans la pénurie, dans la déchéance. Ses seuls amis, c'était les pigeons. Et vous voyez, alors qu'on a affaire à quelqu'un qui est visionnaire, qui a une intelligence prodigieuse. Mais comment ça se fait, en fait? Parce que c'est le cerveau, en fait. C'est vraiment au niveau du cerveau qui a... C'est pas que la personne ne veut pas ou elle est aveugle. Vous voyez, elle n'y arrive pas parce que son cerveau lui donne pas ces informations-là. Voilà, les codes sociaux, on dit. En plus, le syndrome d'Asperger, il a été... c'est quelque chose, en fait, qui... Comment dire? C'est une recherche de Hans Asperger dans les années 30, début 40, qui l'a mené à se rendre compte qu'il y avait des enfants qui étaient hyper doués, mais qui avaient ces déficits au niveau des interactions sociales. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, le cerveau était comme un cerveau sensoriel. Donc, au niveau sensoriel, beaucoup plus de choses sont perçues, et en même temps que c'est un cerveau qui a tendance à être obsédé par un centre d'intérêt. Si je synthétise. Après, il y a le besoin de structure, d'ordre, de systématiser, parfois de modéliser. Et ces travaux ont été en partie détruits par la destruction de la clinique dans laquelle il travaillait en 1942. Mais en plus, ces travaux, personne ne s'y intéressait, à part Lorna Wing, donc une psychiatre britannique, qui les a découverts en 87, je crois, et qui, dans les années 90, s'est employée à les traduire de l'allemand. Donc, c'est arrivé dans les manuels diagnostiques américains et anglais, de langue anglaise, dans les années 90, et c'est arrivé dans le monde francophone qu'à partir des années 2010. Ah oui, donc c'est vraiment donc, tard, en fait, on est très en retard. En Belgique et en France. Comme d'habitude. Parce que tout le monde s'extasie, on se dit « Ah ouais, syndrome d'Asperger, super intéressant, on ne connaissait pas ». En fait, ça fait très longtemps que la communauté anglo-saxonne connaît le syndrome d'Asperger et que déjà, depuis 2013, ils ont abandonné la terminologie pour des raisons diverses, à la fois parce que on n'avait plus envie de distinguer les autistes de haut niveau, donc ceux qui parlent plus tard et qui ont plus de difficultés dans les interactions sociales au départ, mais qui ensuite arrivent, en fonction du haut potentiel ou pas, à mieux corriger. Les Asperger ont plus de difficultés parce que justement au départ ils savent pas, ils sentent qu'ils sont différents, mais ils ont plus de difficultés à s'adapter parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de la différence. Donc ça change beaucoup de choses parce que l'environnement n'a pas non plus conscience, c'est vraiment la différence invisible, qu'on a affaire à des personnes qui sont radicalement différentes. Ils se sentent différents, mais ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas leur différence. Non, ils se sentent différents, mais ils ne se sentent pas autorisés à penser qu'ils sont différents, puisqu'ils ressentent qu'ils ont l'air d'être comme les autres. Mais ils sentent comme une sorte de mur invisible entre eux et les autres. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent « Comment ça se fait ? Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas trop à comprendre ce que les autres me disent ou pourquoi je suis rejetée. Je ne comprends pas pourquoi on se moque de moi. » Donc, il y a beaucoup de personnes Asperger qui sont harcelées à l'école, surtout s'il y a un haut potentiel, parce qu'ils vont être très bons en classe. Oui, forcément, ça c'est toujours... et c'est compliqué. Ouais. Et comme il y a souvent une maladresse, pas toujours,
hein. Il y a des Asperger qui sont super bons aussi du point de vue sportif. Donc, encore, parce que quand il y a un TDAH qui est associé, comme le TDAH, lui, il a besoin d'être dans l'exercice. Comme je disais, je n'ai pas fini d'expliquer tout à l'heure, mais il y a 3 types de TDAH. Il y a celui qui est impulsif, hyperactif, celui qui est purement avec des troubles attentionnels, mais sans hyperactivité et sans impulsivité. Donc l'impulsivité, elle est à la fois verbale, motrice et cognitive. Et puis, il y a le 3e type de TDAH, qui est un type mixte, qui combine les troubles de l'attention avec l'impulsivité et l'hyperactivité. Et quand on est Asperger, on peut aussi avoir un trouble TDAH, soit de type purement inattentif, soit de type mixte, par exemple. Et alors là, dans ce cas-là, souvent, on va avoir besoin de faire beaucoup d'exercices pour mieux penser, pour mieux connecter son cerveau, pour apaiser la physiologie, pour retrouver de la dopamine, de l'ocytocine, de la noradrénaline. Et à ce moment-là, ça peut donner des personnes qui sont super douées en sport. Parce qu'ils vont, même s'il y a au départ des difficultés au niveau de la proprioception, ils peuvent apprendre à corriger parce que si on a un entraînement sportif intense et des entraîneurs qui sont bons, on peut corriger ça. Oui. Je veux dire, un enfant qui a des troubles de la proprioception, ça doit être pris en charge très tôt. De même, pour les habiletés sociales, la capacité à comprendre ce qui se joue, on peut faire des groupes d'habiletés sociales et améliorer ses compétences. Mais il faut que ce soit pris assez tôt. Et au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier, ou alors c'est pris trop tard. On y arrive mieux aujourd'hui. Il y a une augmentation des diagnostics qui est considérable depuis quelques années. Vrai diagnostic, parce que moi j'entends beaucoup parler de haut potentiel intellectuel. Oui, non, mais c'est en fait un psy qui dit voilà, vous êtes au potentiel sans faire les tests, c'est pas valable. Okay. Donc ça n'a. Je veux dire, il faut être scientifique par rapport à ça. De même que pour les TSA, les troubles du spectre autistique, il y a des tests. Et il y en a un certain nombre. C'est pas que la dose, il y en a plein d'autres. Des tests qui permettent d'évaluer les compétences émotionnelles, qui permettent d'évaluer la capacité à systématiser, qui permettent d'évaluer ce qu'on appelle le camouflage. C'est-à-dire qu'une personne au potentiel va développer très tôt, surtout si c'est une femme, une capacité à camoufler sa différence, à s'adapter. Mais le fait de se suradapter, ça va entraîner davantage de surcharge au niveau aussi bien cognitif, parce que ça demande un effort cérébral de s'adapter, au niveau sensoriel, parce qu'il va falloir masquer l'impact des stimuli, mais ça a quand même un impact sur le corps. Et puis au niveau émotionnel, parce que comme je disais, souvent les personnes Asperger vont ressentir très fort les émotions des autres. Donc ça va avoir un impact. Et une autre chose importante à comprendre par rapport à l'autisme, c'est que le cerveau autiste ne peut pas être branché donc de manière interoceptive sur ce qui se passe à l'intérieur, en même temps que de manière extéroceptive sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est l'un ou l'autre. Ce qui fait que beaucoup de personnes autistes vont avoir du mal à être dans les interactions sociales, aussi parce que ça leur demande beaucoup d'efforts. Comme je disais, au niveau sensoriel, cognitif et émotionnel. Au bout d'un temps, ça va être trop. Sauf si elles apprennent à pouvoir faire un va-et-vient entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est une discipline, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Okay. Et ça veut dire aussi apprendre à décoder ses émotions et celles des autres. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle une alexithymie, c'est-à-dire une difficulté à trouver les bons mots pour décoder, pour comprendre en fait ce qui se passe chez l'autre et ce qui se passe chez soi. Alors certaines personnes me disent « moi je comprends bien les émotions des autres, moi je ne sais pas forcément » ou alors quand elles disent « je sais », elles me parlent en images. Donc ça veut dire qu'elles vont dire par exemple « quand je suis entrée dans la pièce, c'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds » ou « à ce moment-là, j'ai senti comme une lance dans mon cœur ». Bon. Ce sont des images qui vous renseignent, mais on n'a pas les mots exacts. Les mots pour les communiquer. Oui. Et donc ça, alors il faut identifier, et à ce moment-là, ça leur permet vraiment de pouvoir communiquer avec les autres, mais il faut
pour qu'ils arrivent à ce stade-là, de pouvoir, par exemple, la personne que vous suivez qui communique avec les images, qui parle d'images pour communiquer, mais il faut pouvoir, pour qu'elle arrive à ce stade-là, il faut qu'elle soit accompagnée, pour qu'elle puisse donner son ressenti, il faut que ce soit accompagné très tôt. Mais très tôt, pas seulement. Moi, j'ai souvent des personnes adultes qui viennent me voir, puisque moi, je ne suis pas spécialisée dans les enfants. Oui, oui. Donc, je vais prendre en charge des adolescents ou des adultes. Et j'arrive tout à fait à permettre à mes patients, évidemment, ça demande un certain temps, un certain entraînement et la volonté, mais c'est possible d'apprendre à décoder ses émotions et celles des autres et d'améliorer du coup la gestion des émotions et la gestion du stress. Donc souvent des patients qui viennent me voir, qui font au départ beaucoup de crises de panique liées à l'anxiété sociale et à la surcharge sensorielle par exemple, eh bien, alors évidemment le temps varie, c'est-à-dire plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est.